Allô tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui est en train de redéfinir les frontières de l'esprit humain, la cognition augmentée. On va explorer comment, selon des penseurs comme le philosophe Andy Clark, nos outils ne sont pas juste des extensions de nos mains, mais bien des extensions de notre pensée. Commençons avec une question qui fait réfléchir. Un téléphone intelligent contient nos contacts, nos rendez-vous, une tonne de souvenirs. Si on le perd, on ne perd pas seulement un objet. C'est une partie de notre mémoire qui disparaît, notre capacité à naviguer dans le monde qui prend un coup. Alors, où finit notre esprit et où commence la technologie? C'est exactement de ça qu'il s'agit quand on parle de cognition augmentée. Le but, c'est pas de remplacer l'humain par une machine, pas du tout. C'est plutôt de créer une collaboration, une synergie. L'idée, c'est de venir renforcer nos propres capacités, de nous aider à prendre de meilleures décisions, tout en gardant l'humain au centre de tout ça. Pour bien comprendre, il faut revenir à une idée qui a pas mal tout changé, la théorie de l'esprit étendu. C'est une remise en question assez fondamentale de notre vision traditionnelle de la conscience. La vision classique, c'est que tout se passe entre nos deux oreilles. L'esprit est dans la boîte crânienne, puis c'est tout. Mais la proposition de Clark, c'est que l'esprit déborde et s'infiltre dans notre corps, mais aussi dans les outils qu'on utilise chaque jour. La cognition devient alors un système hybride. Et ce n'est pas une idée sortie de nulle part. Tout a vraiment commencé avec cet article marquant en 1998. C'est là que Clark et Chalmers ont jeté les bases d'une toute nouvelle façon de penser l'esprit en suggérant que nos processus mentaux ne s'arrêtent pas aux limites de notre peau. Bien sûr, n'importe quel objet ne devient pas une partie de notre esprit comme par magie. Il y a des conditions. L'outil doit être toujours là quand on en a besoin, facile à utiliser et on doit s'en servir presque sans y penser. Un peu comme un carnet de notes ou, justement, un téléphone. On leur fait confiance et on y accède de façon automatique. Ils remplissent ces critères? D'accord. Mais comment notre cerveau fait-il pour intégrer ces outils aussi naturellement? La réponse se trouve dans la façon même dont ils fonctionnent. On passe maintenant au moteur derrière tout ça, le traitement prédictif. Ce concept-là est vraiment fascinant parce qu'il renverse complètement l'idée qu'on se fait du cerveau. On pense souvent qu'il attend de recevoir des informations du monde pour réagir. Mais en fait, non. Le cerveau est proactif. Il construit constamment des modèles de la réalité et il fait des prédictions sur ce que nos sens devraient capter. Et ça fonctionne comme une boucle, sans arrêt. D'abord, le cerveau prédit. Ensuite, il compare cette prédiction avec ce qu'il perçoit pour de vrai. S'il y a une différence, ce qu'on appelle une erreur de prédiction, il a deux choix. Soit il met à jour son modèle interne, soit il nous pousse à agir sur le monde pour que la réalité finisse par correspondre à sa prédiction. C'est un processus d'ajustement constant. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. C'est là que ça devient spectaculaire, quand on voit comment ces idées se transforment en technologies qui changent littéralement des vies. Clark utilise cette expression « cyborg né » pour nous rappeler que cette fusion avec la technologie, ce n'est pas nouveau. De l'invention de l'écriture au téléphone, on a toujours cherché des outils pour dépasser nos limites biologiques. La technologie d'aujourd'hui, c'est juste la continuation de cette très longue histoire. D'ailleurs, l'évolution de ces technologies est fulgurante. On est passé d'expériences de laboratoire avec des casques à électrodes un peu encombrants à des neuroprothèses super sophistiquées qui permettent à des personnes paralysées de bouger à nouveau. Et le futur, lui, promet une intégration encore plus directe, encore plus intelligente. L'éventail des applications est déjà immense. En santé, des IA aident à poser des diagnostics plus vite et avec plus de précision. Les interfaces cerveau-machine redonnent de l'autonomie. La réalité augmentée, ça transforme la formation professionnelle. Le potentiel est énorme, mais chaque domaine amène son lot de défis, que ce soit la sécurité des données ou l'accessibilité de ces technologies. Le point crucial, c'est de trouver le bon équilibre entre les bénéfices et les risques. Ce qui nous amène inévitablement aux grandes questions. Parce que transformer ce que ça veut dire d'être humain, ça ne vient pas sans de profondes conséquences philosophiques et éthiques. C'est la question centrale. Si une partie de ma mémoire est sur un serveur, si une prothèse est contrôlée directement par ma pensée, qui suis-je? La frontière entre la personne et la machine devient incroyablement floue. Ça nous force à repenser ce qu'est notre propre identité. Et de cette question découlent tous les autres enjeux. La protection de nos données neuronales, ça devient un droit fondamental. L'accès équitable à ces technologies, c'est crucial pour ne pas créer une nouvelle forme d'inégalité. Et la responsabilité. Quand un système hybride humain-machine commet une erreur, qui est en faute? Ce sont des questions auxquelles la société va devoir répondre. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Jetons un petit regard vers ce que pourrait être notre avenir augmenté. À court terme, on peut s'attendre à voir ces technologies se généraliser dans le domaine de la santé. À moyen terme, elles pourraient s'intégrer dans d'autres sphères de la société, comme l'éducation. Et à plus long terme, on parle de redéfinir les frontières même de l'humain et de la conscience. C'est assez vertigineux. On termine donc avec la question la plus importante. Cette fusion, ce n'est pas juste une avancée technologique, c'est une transformation de notre espèce.
Il n'y a pas de réponse facile, mais c'est la question qu'on devra tous se poser en façonnant cet avenir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.